Bonjour, je suis aussi très contente d'être ici aujourd'hui, même si ça me sort un peu de ma zone de confort. C'est vraiment la première fois que je m'adresse à un public qui est un petit peu moins scolaire. Je me rends compte que vous êtes quand même très scolaire, mais généralement, c'est des enseignantes que j'ai comme public. Je salue également toutes celles et ceux qui sont à Québec. C'est toujours intéressant d'avoir des gens de différents milieux avec nous. Donc, moi, je suis enseignante de formation au départ, donc je fais partie du 10 autres de tout à l'heure. Et je suis aussi une maman qui reçoit plein d'informations à travers le sac d'école de ces deux filles. Alors, ma présentation va aussi teinter de toute cette situation-là que vous vivez aussi probablement au quotidien. Les contextes vulnérables, on associe souvent les contextes vulnérables au milieu défavorisé. On se rend compte avec le temps que c'est pas que ces contextes-là qui sont des défis, qui représentent des défis. Partout où il y a des élèves en difficulté, partout où il y a effectivement les milieux défavorisés, que ce soit temporaire, je pense par exemple à l'immigration qui parfois vivent des situations de défavorisation temporaire, je pense à des étudiantes qui sont mamans, qui vivent parfois aussi des contextes de défavorisation temporaire, je pense à nos régions éloignées où les facteurs de pauvreté sont d'autant plus imposants, la différence entre les milieux ruraux, milieux urbains, les milieux multi-ethniques et plurilingues sont également des contextes qu'il faut considérer, que ce soit en enseignement ou dans toute activité de communication. Alors, une première question déjà. Combien d'enfants, selon vous, ne sont pas prêts à entrer à la maternelle à 5 ans? Alors, je vous laisse un petit peu répondre. On arrive à presque 250. Ça continue. Ah, ça a l'air de s'arrêter pas mal là, alors je vais aller voir. Alors, on me dit à peu près 25 30 15 ça varie, mais la plupart disent autour de 25 On va aller voir la réponse. Effectivement, c'est 25 c'est sûr qu'on pourrait faire tout un débat sur ce que ça veut dire être prêt à entrer à la maternelle, surtout dans le contexte actuel de la société qui veut qu'on soit rapide, qu'on soit efficace, que l'enfant devienne adulte avant d'être enfant. Donc, il faut vraiment faire attention dans cette préparation-là, puis on va aller voir un petit peu ce que ça veut dire sans nécessairement entrer dans le débat de ce que c'est la préparation et de ce que c'est la maternelle, parce qu'on sait qu'il y en a des très scolaires et on sait que la maternelle devrait être plus préscolaire. Alors, ce que dit la recherche dans les données publiées par la Société canadienne de pédiatrie révèle qu'un enfant sur 4 n'est pas prêt à entrer à la maternelle à 5 ans, tout milieu confondu. C'est quand même assez imposant. L'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, là, qui sert de base de référence ici, montre qu'à l'âge de 5 ans, un enfant environ sur 6 présente un retard relatif sur le plan du vocabulaire, donc ce qui nous touche au plan de la communication, et par conséquent s'expose évidemment à des difficultés lors de son parcours scolaire. La situation des enfants de milieux défavorisés est particulièrement préoccupante parce qu'environ 30 à 50 d'entre eux présenteraient un retard de développement au plan cognitif. C'est là où les défis sont d'autant plus imposants quand on a à communiquer avec les enfants, et j'élargirai à toute la famille, évidemment. J'ai travaillé depuis 10 ans en milieu défavorisé à travers le Québec avec le programme d'aide à l'éveil, à la lecture et à l'écriture dans les milieux défavorisés. Et j'ai travaillé à la fois avec des enfants et leurs parents. L'enfant, dans ces milieux-là, a d'énormes retards au plan du langage, qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués, qui ne sont pas nécessairement signes de troubles, parfois de manque de stimulation. Il ne fait pas toujours la différence entre les lettres et les chiffres, même à 5 ans. On a évalué environ 600 enfants dans 4 régions éloignées du Québec, et plusieurs d'entre eux, même à 5 ans, même en ayant fréquenté des centres de la petite enfance, ne fait pas la différence entre les lettres et les chiffres, ne connaît pas toujours ses couleurs. Il interagit peu, beaucoup avec la télévision, sur laquelle on pourrait se questionner, mais peu avec d'autres enfants en contexte de jeu. Il a peu appris à jouer de façon organisée et il a peu développé ses aptitudes motrices. Pour lui, pour ces enfants-là, découper, coller,
colorier demeure difficile. Et là, on parle même d'enfants de 5 ans, même d'enfants ayant fréquenté les centres de la petite enfance. De l'autre côté, on a des parents qui ont des acquis. Peut-être pas ceux qu'on souhaiterait toujours, peut-être pas ceux auxquels on voudrait s'attendre pour la stimulation des enfants, mais il a des acquis. Il ne se sent pas toujours compétent, c'est souvent la coupure avec le milieu scolaire. Il est en situation vulnérable, il n'a pas toujours confiance en lui. Peut-être qu'il ne parle pas français, mais peut-être qu'il peut parler 3 à 4 autres langues. Et ça, c'est imposant et c'est important. Il ne sait peut-être pas lire et écrire non plus. On a beaucoup d'enseignantes, des fois, qui nous disent les messages ne reviennent jamais, les papiers ne sont jamais signés. Et la première question à se poser, c'est est-ce que le parent sait lire? Et lire, ça ne veut pas dire lire des romans. Est-ce qu'il sait lire de façon fonctionnelle? Parce que les écrits qu'on envoie à la maison, ce sont des écrits fonctionnels. Il est souvent en rupture avec l'école depuis longtemps. Hein, les fameux propos qu'on entend, les parents ne viennent pas à l'école, ils ne viennent pas chercher le bulletin. Ceux qu'on voit, c'est toujours les parents des meilleurs élèves. C'est sûr que les parents qui ont eu des expériences difficiles avec l'école n'ont pas vraiment envie de revenir à l'école, surtout si c'est pour se faire dire que son enfant a aussi des mauvaises expériences à l'école. Il se sent jugé, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il a un peu raison de se sentir jugé. Quand on entend des propos dans les écoles, et il se sent aussi très isolé. J'ai travaillé beaucoup avec des milieux pluriethniques dernièrement, avec des mamans africaines qui arrivent au Québec, et vous comprendrez qu'une fin de semaine comme celle qu'on vient de vivre, pour elles, c'est extrêmement difficile de penser sortir de la maison. Même quand il ne fait pas froid, c'est difficile de sortir de la maison. Alors imaginez, quand on arrive dans un contexte comme ça, on s'isole énormément. Pourquoi communiquer avec toute la famille? Pour moi, c'est important parce que quand on travaille en milieu vulnérable, depuis 10 ans, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants et je me suis rendu compte que la cible première, en fait, c'est aussi le parent, ce n'est pas que l'enfant. Alors, quand je m'adresse aux enseignantes, puis je leur dis « faites des activités avec les enfants », ça comprend toute la famille. Quand je travaille avec des milieux communautaires aussi, ce que je dis, c'est éviter, en fait, entre guillemets, éviter de travailler avec les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Travaillons avec toute la famille. Et toute la famille, ça veut dire aussi les petits frères, les petites sœurs, tout le monde ensemble. Pourquoi? Parce que faire une recette, par exemple, avec des parents, on n'a pas les enfants qui font tomber la farine par terre. On n'a pas les enfants qui souffrent dans la farine parce que c'est donc bien amusant. Et ça, c'est des contextes qui se reproduisent à la maison. Et c'est des contextes qui sont tout à fait légitimes de vivre ensemble et de montrer aux parents que ce n'est pas grave de vivre ça quand on fait la cuisine avec des enfants. Pourquoi je parle aussi de la famille? Parce que ce sont des facteurs qui peuvent prédire la réussite scolaire. On parle des attitudes parentales face à la littératie, des pratiques éducatives parentales et des expériences des parents avec l'écrit. Les parents ont donc un rôle très important à jouer dans ce qu'on appelle l'ELE, l'éveil à la lecture et à l'écriture, par leurs pratiques qui sont associées. Donc, si on n'implique pas très tôt les parents dans la vie de l'enfant, même les non-lecteurs, on peut les impliquer dans l'écrit. C'est très, très important dans la vie de l'enfant. On sait par contre que dans les pratiques d'éveil à la lecture et à l'écriture, dans les milieux où les parents sont peu scolarisés ou défavorisés, on sait que les parents ont eu moins d'expérience, moins d'exposition. On a moins exposé les enfants à l'écrit. On a visité beaucoup de milieux où les livres sont pratiquement absents. Il y a une moins grande fréquence aussi d'activités d'éveil. Et les activités d'éveil sont souvent limitées à mettre du matériel à disposition. Par exemple, on va laisser des crayons pour écrire, on va laisser des crayons pour colorer. Les livres, faut-il encore en avoir? Puis le livre est quelque chose qui coûte cher. Hein? Donc, il faut faire aussi attention. Il y a le jeu éducatif qui peut le remplacer, il y a les circulaires, il y a toute une façon de travailler l'écrit en dehors du livre, mais le livre est demeure quand même important. On sait aussi que moins les mamans sont scolarisées, plus elles vont attendre tard avant de faire de l'éveil avec leurs enfants. Donc, une deuxième question. En milieu défavorisé, combien d'enfants présentent un retard sur le plan du développement des habiletés cognitives, langagières et ou sociales?
On va aller voir la réponse. Ça répond encore un petit peu. On est rendu à 260. Alors, on est à 1 sur 4 ou 1 sur 2. On va aller voir la réponse, c'est intéressant. On est vraiment à 1 sur 4. On revient à notre fameux 25 %. C'est toujours, je dirais, votre chiffre de référence. Si on avait eu 1 sur 5, je dirais aussi on aurait pu répondre 1 sur 5. On est toujours, on varie. Mais quand on parle de milieux défavorisés, c'est sûr qu'on aurait pu aller jusqu'au 50 % également. Donc, c'est peut-être comme ça que les gens qui ont répondu le 38 % avaient interprété la réponse et la question. Et dans ce sens-là, ça pourrait être correctement aussi. 1 sur 4, c'est énorme. Ça veut dire que dans une classe régulière, on a un enfant sur 4 qui est en difficulté. C'est sûr que si on s'en va dans un milieu très, très défavorisé, imaginez une maternelle de 20 enfants, combien il y en a qui sont en difficulté dans cette maternelle-là. C'est là où je parle aussi plus de contexte difficile que d'enfants en difficulté. Parce que c'est vraiment un contexte qui fait que le travail est un défi avec ces clientèles-là. En milieu défavorisé, un enfant sur 4 présente un retard dans le développement de ses habiletés cognitives, langagières et ou sociales. Ils ont de moins bonnes compétences dans ce qu'on appelle la conscience phonologique, qui est un facteur de prédiction de la lecture. Ce qui nous intéresse plutôt aujourd'hui, c'est que ces enfants-là ont des performances inférieures au plan du langage, tant compréhensif qu'expressif. Donc, ils ont beaucoup plus de difficultés à s'exprimer, et ils ont beaucoup plus de difficultés aussi à comprendre. Et c'est là où l'intervention au plan du langage, toute communication doit être adaptée. Et on peut penser que pour la famille aussi, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, autre question, à partir de quel âge l'enfant utilise-t-il une écriture inventée pour noter ses propres messages? On est rendu, ça répond vite. 240, 250. On va aller voir. Alors, on a de 2 à 3 ans, 30 %, de 3 à 4 ans, 48 % et de 4 à 5 ans, 22 %. Je vais aller voir la réponse, puis je vais commenter par la suite. Alors, 4-5 ans. Évidemment, vos réponses sont probablement teintées d'expériences personnelles. Je dirais qu'effectivement, dès que l'enfant fait des vagues comme ça, ou dès que l'enfant dessine, il veut transmettre un message. Alors, dépendamment des contextes, ça peut être 2 à 3 ans, ça peut être 3 à 4 ans, mais on sait que généralement, l'écriture inventée va être utilisée de façon, je dirais, consciente par l'enfant vers 4 ou 5 ans. Alors, communiquer avec l'enfant, les étapes du développement d'habileté ayant trait à l'émergence de la littératie chez l'enfant, on va aller voir par quel stade l'enfant passe pour pouvoir voir comment on agit avec lui au plan du développement langagier. De 1 à 3 ans, l'enfant est supposé, je dirais, reconnaître des livres à leur couverture, distinguer les caractères d'imprimerie des illustrations. Généralement, il sait comment le manipuler et le tient dans le bon sens. Ça dépend. Des fois, il est à l'envers, puis c'est bien correct aussi. On parle d'un enfant de 1 à 3 ans. Il sait tourner les pages, il fait semblant de lire. Hein? Normalement, l'enfant qui a un livre devant lui fait blablabla, il va ouvrir, il va raconter. Et il écoute des histoires. Ça ne veut pas dire qu'il écoute une histoire pendant 20 minutes qu'on lui raconte, mais il écoute déjà des histoires de 1 à 3 ans. De 3 à 4 ans, l'enfant reconnaît certains symboles imprimés, comme le logo de Provigo. Malheureusement, celui de McDonald's est reconnu très rapidement. Généralement, il sait aussi que les lettres de l'alphabet portent des noms. Il ne sait pas nécessairement quelle lettre porte quel nom. Il ne les associe pas nécessairement encore, mais il sait que ça porte des noms. Il joue avec les sons du langage, il fait des rimes, et il va s'adonner à jouer avec les mots et substituer des mots et des syllabes. 4 à 5 ans, reconnaît et nomme les lettres de l'alphabet. Ce qu'on s'est rendu compte en milieu défavorisé, on demandait souvent à des enfants, peux-tu me nommer les lettres que tu connais sur un tableau de lettres qui est mélangé? Et là, l'enfant nous chantait la chanson de l'alphabet. Il dit, oui, je connais les lettres de l'alphabet, et là, il chante la chanson. C'est cute. Mais ça veut dire qu'il a appris quelque chose par cœur, qui est comme une comptine comme une autre. Il ne fait pas encore les associations nécessairement.
utilise une écriture inventée pour noter ses propres messages. Généralement, il écrit son prénom. C'est prénom qu'on devrait lire ici. Normalement, il écrit son prénom et c'est à partir de son prénom que l'enfant va se construire aussi une représentation de l'écrit. Il connaît le titre de quelques livres et est capable de segmenter les mots en syllabes. Ça, c'est le développement, entre guillemets, normal. Maintenant, en sachant ça, quand on veut transmettre un message, pour moi, transmettre un message, c'est lire, c'est raconter une histoire, c'est interagir, c'est communiquer quelque chose. Alors, c'est sûr que mon domaine de recherche, c'est à partir du livre, mais on pourrait transposer ça à une information aussi autre que l'album de littérature. Comment bien interagir en lisant une histoire ou en voulant transmettre un message? Pour qu'il y ait une interaction, il faut que le lecteur pose certaines actions. Ces actions vont être différentes selon les niveaux de l'enfant. Et il faut toujours être en interaction. On ne peut pas être passif en transmettant une information, que ce soit avec l'enfant ou la famille. Donc, vers 3 ans, demander ou donner le nom d'un objet. Ça, c'est quelque chose que l'enfant va être capable de faire. Repérer ou faire repérer dans un document d'information ou un livre un objet. Attirer l'attention sur un objet dans l'image sans nécessairement le nommer. Compter, réciter ou imiter. À ce niveau-là, on va s'attendre à des réponses très courtes chez l'enfant. Niveau 2, en début de scolarité, on peut aller un petit peu plus loin. On peut demander à l'enfant de décrire ou attirer son attention sur les caractéristiques d'un objet ou d'un personnage. Par exemple, dans le premier niveau, on pourrait lui demander elle est quelle couleur la chaise? Elle est bleue. Qu'est-ce que c'est ça? L'enfant va nous dire c'est une chaise. Maintenant, dans le deuxième niveau, on va lui demander de quelle couleur elle est la chaise. Ah, elle est bleue. Peux-tu me la décrire? Ben oui, elle a 4 pattes, elle est en bois. Donc là, on va entrer dans la description. On peut aussi lui demander de décrire des actions, si on a des personnages qui sont dans l'action, et attirer l'attention sur les actions de l'image. Faire compléter une phrase ou reformuler un élément qui est directement dans le texte. Au niveau 3, on peut lui demander de donner une opinion, un jugement, une évaluation, reformuler, synthétiser ou résumer un des éléments antérieurs. Qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que tu en penses? Identifier des différences ou des similitudes à l'intérieur du récit ou avec la vie réelle. C'est toujours intéressant de voir comment les enfants font des liens à cet âge-là avec ce qui se passe à la maison. Et là, ça peut vous rejoindre aussi assez facilement quand vous présentez des trucs en alimentation. L'enfant, rapidement, va dire « Bien, moi, à la maison, c'est comme ça. Moi, à la maison, c'est comme ça. » Des fois, ça déborde un petit peu. « Bien, moi, j'ai un chien qui s'appelle Jack. Ah, puis moi, j'ai une perruche, puis elle mange. » Bon, mais c'est important quand même parce que ça démontre que l'enfant, quand on lui parle, il fait des liens directement avec ce qu'il vit à la maison. Donc, lier l'information à la vie réelle. Ce niveau-là est un petit peu plus difficile puisque l'enfant doit être en mesure de cerner les enjeux du récit. Niveau 4, on est un petit peu plus vieux. On peut demander à l'enfant d'anticiper ce qui va se passer avant de présenter l'information. Donner ou demander des connaissances générales qui ne sont pas dans le texte, mais qui permettent une meilleure compréhension de celui-ci. Faire la distinction, on peut donner ou demander des définitions, et faire la distinction entre ce qui est réel ou fictif, et expliquer en allant au-delà de l'histoire et des actions, en se basant sur ses propres connaissances du monde en général. Donc là, l'enfant peut prendre plus de distance par rapport à ce qu'on lui présente. À ce niveau-là, l'enfant doit se servir de son jugement, et pour tenter de différencier le possible de l'impossible, il doit chercher dans ses connaissances antérieures pour appuyer son jugement. C'est sûr que le niveau de connaissance antérieure ici est imposant parce que dans certains milieux où on a manqué de stimulation pour toutes sortes de raisons, des fois les connaissances antérieures ne sont pas là. Ou ce qui se passe à la maison n'est pas la meilleure base pour prendre appui. Alors ça peut être difficile dans ces contextes-là et c'est là qu'il faut s'adapter. Au-delà du livre, il peut être intéressant de faire d'autres types d'activités en partant d'une image. D'une phrase ou d'une idée qui paraît dans un livre ou toujours un message, hein, le pendant est le même. Donc, faire du bricolage, chanter des comptines, des chansons, essayer une recette, on a fait beaucoup ça dans différents projets, mettre des images du livre en ordre chronologique, ça pourrait être aussi les étapes d'une recette en ordre chronologique, une pièce de théâtre, avoir une discussion, un débat et dessiner, illustrer. Non pas colorier, hein. Il faut vraiment sortir les enfants du coloriage et entrer vraiment dans le dessin. Je dirais, inviter les familles à se joindre à vous.
Je vais vous montrer une petite vidéo, là, parce que le temps me le permet. Le contact direct avec les familles, c'est le meilleur moyen d'accéder aux familles. Si vous allez en classe, je connais vraiment mal votre travail. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte quand j'ai fait cette communication-là. Je me disais, OK, à quel moment on vit ça dans les écoles? Donc, si vous allez en classe, demandez aux enseignantes d'inviter les parents. Peut-être qu'elles vont vous dire non. Ça se pourrait. Réitérer l'importance d'inviter les parents. Souvent, on entend « les parents ne viendront pas ». C'est ce que moi, j'ai aussi entendu quand je leur ai proposé d'inviter les parents une fois par mois pour vivre des activités d'éveil à la lecture et à l'écriture. Et je vais vous montrer comment ça a fonctionné, puis je reviendrai après sur l'expérience. Sais-tu comment il s'appelle, mon personnage dans mon histoire, Zachary? Il s'appelle Zachary. Le projet Ensemble autour d'eux, Ensemble on s'éveille a été créé au département d'études sur l'adaptation scolaire et sociale de l'Université de Sherbrooke. Il vise à initier des élèves d'âge préscolaire à la lecture et à l'écriture tout en engageant leurs parents dans la vie de l'école. Le projet est implanté depuis 3 ans dans des classes de maternelle de Sherbrooke. La problématique, elle est multiple. On est d'abord dans des contextes qui sont, dits défavorisés, donc des contextes qui sont plus difficiles. C'est aussi des contextes où, comme les études le disaient récemment, un enfant sur 5 ne serait pas prêt à entrer à la maternelle. Donc, nous, on s'est vraiment attaqué à la problématique de l'éveil à la lecture et à l'écriture, mais dans un contexte où on avait envie de soutenir les parents à accompagner leurs enfants dans ce cadre-là. Une fois par mois, les élèves et leurs parents se retrouvent en classe pour assister à la lecture d'une histoire. Ils font ensuite un bricolage lié au récit. Les intervenantes accompagnent petits et grands. C'est des oreilles de quel animal? C'est lapin. Le parent doit être impliqué dans le cheminement, dans le parcours scolaire de son enfant. Puis je pense qu'en donnant des exemples, comment faire des différentes activités, soit la lecture, l'écriture, le bricolage aussi souvent, ça permet aux parents de justement savoir un peu comment s'y prendre. Les histoires, les enfants, ils adorent ça. Donc, dès qu'il y a une histoire, ils sont là, ils sont attentifs, ils aiment ça, ils participent bien. Ils sont contents aussi de pouvoir montrer leur classe à leurs parents, à leurs grands-parents. L'activité amène les élèves à découvrir les livres qui sont parfois peu accessibles pour certaines familles. C'est certain que l'écriture, la lecture aussi, c'est vraiment très important. Puis de voir que les élèves, après l'activité lecture-bricolage, vont d'eux-mêmes se déplacer, aller prendre un livre puis le feuilleter. Je pense que ça prouve exactement la pertinence de ce projet-là. Ce qu'on voit par contre chez les enfants, c'est leur ouverture au livre, leur ouverture à écouter une histoire. Ils sont plus calmes, ils sont plus concentrés au fur et à mesure que l'année avance. Ça, on le voit clairement. Mais surtout, le projet vise d'abord à susciter l'engagement des familles. Pour certains parents, l'école représente un monde méconnu, voire intimidant. D'autres se sentent mal préparés à accompagner leur enfant. Le plus beau résultat observable, c'est qu'au début de l'année, les parents ils sont souvent en retrait. Et puis, progressivement, ils vont s'approcher de l'activité. Il va y avoir des contacts physiques avec les enfants, des contacts affectifs. Et puis, dans l'aisance aussi, ce qu'on va voir, parce que ce n'est pas tous les parents qui peuvent se libérer pour venir ou qui peuvent venir tout simplement. Donc, on va voir des parents prendre en charge des groupes d'enfants. Donc, ça, c'est le fun aussi. Ça veut dire que le parent est à l'aise dans la classe, puis est à l'aise d'animer aussi un groupe, par exemple, avec son enfant puis des amis. La participation des parents aide grandement les élèves à débuter leur cheminement scolaire du bon pied. Les parents sont également plus familiers avec le personnel de l'école. Quand ils rencontrent à plusieurs reprises comme ça pendant l'année, c'est sûr que le lien est plus facile. Donc, quand à apporter, à l'appeler pour un petit problème ou quelque chose, c'est plus facile parce que le contact est bien établi. Donc, c'est super parce que le parent, il y a le lien aussi avec l'école, il se rend compte que c'est un lien positif. Le projet est déployé depuis 3 ans. On souhaite continuer de l'offrir, en plus de l'implanter dans d'autres milieux. Dans ce projet-là, c'est des parents qui sont venus. On a des papas, des mamans, on a des grands-mamans. On a des gardiennes du midi qui sont venues, des tantes. On a des parents significatifs. On a vu aussi des tout-petits, des petits frères, des petites sœurs. Quand on invite la famille, c'est important d'inviter tout le monde. Parce qu'une maman qui est en difficulté financière n'a pas les moyens de faire garder les 2 plus jeunes pour venir s'occuper d'un autre à l'école. Ce que les parents m'avaient dit, ce que les enseignantes craignaient au début, ils me disaient... Les enseignantes, les parents ne viennent même pas pour le bulletin. Pourquoi ils viendraient pour une activité de lecture? Ce qu'on a compris, en fait, c'est que cette activité-là, on les invite dans un cadre qui est positif.
alors que l'expérience du bulletin n'est pas toujours positive. Et n'a pas toujours été positive pour le parent non plus. Donc, on les invite complètement dans un autre cadre. Et on a souvent une perspective chez les enseignantes de dire on va leur montrer comment faire. Et là, j'ai dû batailler fort avec elles pour dire on va faire avec eux. Moi, c'était ma première prémisse, de dire on va faire avec les enfants. Puis souvent, les enseignantes avaient tendance à me demander mais Julie, qu'est-ce qu'ils doivent faire les parents? Les parents, on va les laisser apprivoiser le milieu et venir s'asseoir quand ils seront à l'aise de s'asseoir avec les enfants et de les prendre en charge. Je pense qu'il ne faut jamais surestimer l'aisance du parent, à la fois pour le livre et à la fois dans les compétences aussi culinaires. Justement, au niveau de l'alimentation, dernièrement, je travaillais en centre communautaire et je présumais de toutes sortes de choses, évidemment. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, les compétences culinaires des familles ne sont pas si bien assises que ça. Et c'est ce que je pensais aussi au niveau du livre au départ. Hein. Pour moi, raconter une histoire, c'était pas compliqué. Mais il n'y a rien de facile. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte. Donc, c'est une expérience positive dans laquelle on a invité les parents plus pour les accompagner. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on donnait des activités à faire à la maison, mais que les familles n'avaient pas le matériel pour réaliser les activités. Je pense qu'on peut faire assez facilement le pendant aussi avec l'alimentation. C'était aussi simple, hein, vous voyez, je l'utilise dans mon langage alors que je ne devrais pas. Les enfants n'avaient pas de ciseaux, pas de colle, pas de crayon pour colorier. Et alors, quand on leur demandait des tâches, on se rendait compte que ces outils-là n'étaient pas disponibles à la maison. Ça nous a amené à fournir le matériel à la maison. Je dirais toujours, illustrez vos propos. On reçoit dans le sac d'école une tonne de documents comme parents, et souvent les enfants ne les sortent pas tous, et à un moment donné, il y a un tapon de feuilles qui sort du sac et qui tombe sur la table. Et puis là, on trie rapidement, hein, parce qu'il faut aller vite aujourd'hui dans notre vie. On trie, puis on prend des fois ceux qui ont l'air les plus intéressants par rapport à ceux qui pourraient être plus importants. On ne fait pas trop la différence, en fait. Illustrez vos propos, des images, la bande dessinée, la capsule vidéo, et je vais en parler un petit peu plus après, les affiches. Quelqu'un a dit une fois, une image vaut 1000 mots. Je dirais aussi qu'elle prévient parfois 1000 mots. Puis avant de reparler des images, je vais vous parler aussi des capsules vidéo. Nous, on a travaillé avec les éducatrices en service de garde en milieu scolaire. On a développé un programme d'éveil à la lecture et à l'écriture où on explique tout le programme sur des fiches d'activité qui font l'équivalent d'une page qu'on plie en deux comme ça, puis qu'on ouvre. Et pour les éducatrices elles-mêmes, c'était énormément de texte. Donc ça nous ramène encore une fois à la quantité d'écrits qu'on utilise dans des publics qui ne sont pas nécessairement des lecteurs assidus. Alors, ce qu'on a fait, on a fait des capsules vidéo pour leur expliquer ce qu'il y avait dans le texte écrit. C'est quelque chose qui s'écoute bien, puis à l'heure aussi où tout le monde est à peu près sur Internet ou sur Facebook, on s'est vraiment adapté à ces médiums sociaux-là. L'image, vous voyez, ça, c'est une activité qu'on envoyait à la maison. L'activité en classe, il fallait que les enfants décorent une boîte pour lui donner une autre fonction. Donc, on avait beaucoup de matériel, des boîtes, des boutons, du carton, du papier crépon, des trombones, des moules à muffins. Et l'activité de suivi à la maison, évidemment, on ne pouvait pas leur demander la même chose, alors on le fait plus au niveau de l'illustration. Utiliser une illustration et la découper puis la reproduire. Vous voyez, ça, c'est ici les résultats des enfants. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que quand on envoyait des activités à la maison où il y avait trop de consignes écrites, ça revenait moins chez les enfants. Alors, ce qu'on a fait, on a imagé les démarches. On a fait tout un travail pour imager la démarche pour le parent. Sort le matériel, dispose-le, découpe le papier. Donc, on a vraiment une assistante de recherche qui a fait le travail d'imager toute la démarche avec tout le matériel. Et là, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. On s'est rendu compte qu'on avait des parents qui présentaient des déficiences intellectuelles. On ne savait pas ça. Et que ces parents-là apprenaient en même temps que les enfants. Et souvent, c'est ces parents-là qui faisaient l'activité à la place de l'enfant. Donc, à partir du moment où les parents viennent en classe et qu'on constate ça, on peut envoyer deux formules à la maison, une pour le parent, puis une pour l'enfant. Mais ça, tant qu'on n'a pas invité les parents en classe, tant qu'on ne les a pas rencontrés, c'est difficile d'avoir cette information-là.
Ici, encore une fois, on a illustré aussi toute la démarche de ce qu'il y avait à faire pour que le parent puisse aussi accompagner. Parce que l'objectif, si c'est que le parent accompagne l'enfant, c'est de lui donner la possibilité de le faire. Quand je regarde aujourd'hui la question des devoirs et des leçons, ce qui est envoyé à la maison, je me pose beaucoup de questions sur la capacité des parents à accompagner. Pas la volonté, mais vraiment la capacité des parents à accompagner. Donc, je pense qu'on peut parler aussi d'accompagnement affectif dans ces cas-là. Asseyez-vous avec votre enfant et encouragez-le. Mais ça nous invite à repenser nos façons de demander l'accompagnement des parents. J'aime beaucoup les travaux d'Isabelle Claire à l'Université Laval, qui est en simplification de l'écrit professionnel. Que ce soit dans les formulaires de santé, les sondages à répondre, les questionnaires à renvoyer à l'école. Isabelle, elle disait « avoir en horreur les mots qui piègent, les mots qui isolent, les mots qui excluent. Nommer les obstacles sociaux, organisationnels, émotifs, cognitifs qui nuisent à la compréhension. » Moi, quand je reçois la feuille pour les poux de l'école, je la tasse volontairement. C'est comme si je ne voulais pas que ça existe dans ma vie, alors je ne la lis pas. S'intéresser à la médiation des connaissances, à l'adaptation de l'information, à la simplification de nos communications et avoir à l'esprit que simplification ne rime pas avec banalisation ou infantilisation, mais avec contextualisation. Ce sont vraiment des travaux imposants dans le domaine avec lesquels Isabelle travaille. Maintenant, j'ai repigé dans le sac d'école de mes filles. Puis je suis allée voir des documents qu'on avait reçus. L'idée, c'est vraiment pas de prendre qui que ce soit en défaut dans ces documentations-là, mais c'est vraiment de se questionner sur quel est notre public cible, qu'est-ce qu'on veut rejoindre. Je vais aller voir celle-là ici, la capsule sur la faim et la satiété. Alors, on disait, comment aider votre enfant à écouter ses signaux de faim et de satiété? Là, je me suis posé tout de suite la question sur satiété, évidemment. Hein? On a beaucoup de familles qui ne comprennent pas ce terme-là. Donner une collation nutritive entre les repas. Manger à table en famille sans télévision, ordinateur ou cellulaire. Encourager votre enfant à manger lentement et à goûter les aliments. Ne pas forcer à manger s'il n'a plus faim. Tout ça va très bien. Resservir des petites portions s'il a encore faim après le repas. Éviter de récompenser ou de punir avec les aliments, c'est très, très bien. C'est sûr qu'il y a énormément de textes. Et c'est là où le travail avec Isabelle Claire est intéressant parce qu'elle travaille sur la simplification des textes. Tout est illustré. C'est génial. J'accroche toujours sur le mot « facile ». Ça, c'est comme quand mes étudiants disent « je lis le mot « maison », c'est un mot facile ». Bien non, le mot « maison », ce n'est pas un mot facile. C'est un mot qui est fréquent dans la langue, mais ce n'est pas un mot qui est facile pour toutes sortes de raisons linguistiques. Il faut s'assurer aussi, je dirais, que les parents vont avoir ce qu'il faut à la maison pour cuisiner. Et là, c'est tout un défi. Je dirais qu'à l'heure actuelle, particulièrement, les fruits et légumes, on fait tous l'expérience en ce moment d'acheter en spécial. Donc, peut-être de proposer des options. Je dirais que, encore une fois, quand j'ai travaillé dernièrement en centre communautaire, je pensais que les frigos étaient assez bien remplis. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On a des familles qui sont en situation d'urgence. Alors, quand on envoie des choses comme ça, c'est comme si aussi on remettait l'accent sur quelque chose qui est difficile dans la famille. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Puis moi, je l'ai reçu. Ça ne veut pas dire que toutes les écoles l'ont reçu. J'ai sorti vraiment des documents que j'avais eus. Si on peut en sortir, je voudrais juste en montrer un autre. Donc, c'est juste de se questionner sur le type de communication qu'on envoie à la maison. Je vais aller voir quand même celui sur les poux. Tiens, on va le regarder. Ce document-là, je le trouve amusant malgré tout. Mais il y a vraiment, encore là, une fois, énormément de textes. Hein? On le voit bien, là, 2, 3, 4, 5, 6 pages.
alors que j'avais vu, puis je n'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus, un document qui était simplifié pour les familles les familles d'accueil, les classes d'accueil, excusez-moi l'expression. Dans l'école de mes filles, il y avait le pendant de ce document-là en une page. Donc, c'est super intéressant de voir. C'est la secrétaire qui l'avait adapté pour les 18 familles des classes d'accueil qui arrivaient. Donc, c'était très intéressant. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Je termine vraiment en revenant à la présentation et en laissant la parole des travaux d'Isabelle Claire. Alors, ça termine ma présentation.